Bonjour mon frère Mboyo Ikula. Bonjour très chers compatriotes. Bon, Jeannot Samasama, bonjour. Euh, Merci très chers compatriotes d'être là encore une fois. Attendez. Bon, écoute. Merci, super. J'ai contrôlé le volume, est parfait, tout ça, tout est OK. Voilà. Alors, Marie-Sylvie Donjaukako, bonjour. Otto Bofafaka, bonjour également. Merci d'être là. Nous sommes le dimanche 9 mai. 9 mai, oui. Il fait très beau du côté des Zurich, ici en Suisse. À l'heure où je fais ces lives. Tonton Balo, bonjour. Bonjour, très chers compatriotes. Partagez la vidéo. Abonnez-vous à mon compte YouTube VH Forever TV. C'est une chaîne de la résistance que nous avons créée à la suite de la disparition de notre très cher aîné Honoring Bada pour que son combat continue, pour que la lumière ne s'éteigne jamais. Comme je disais que nous sommes le 9 mai, voilà, c'est bon comme ça. Je disais que nous sommes le 9 mai et que, comme d'habitude, nous faisons nos directs le dimanche. Donc, le rendez-vous aujourd'hui est respecté. Souvent, compte tenu de mon emploi du temps, je n'arrive pas à être régulier, vu que pour faire également live, il faut préparer, il faut savoir ce qu'il faut dire aux compatriotes. Naturellement, ça prend du temps. Vous associez à cela la vie de la famille et tout ça, ce n'est pas évident. Voilà pourquoi je ne suis pas très régulier, tout ça, mais nous sommes là, nous suivons de très près les informations dans notre pays. Sans plus tarder, très chers compatriotes, je voudrais vous dire tout simplement... Ah, Mireille Elonga, bonjour, ma sœur. Bonjour à toi également. Alors, quels sont les sujets prévus aujourd'hui? J'ai prévu d'aborder avec vous l'état des sièges. Hein, l'état des sièges, comme vous le savez, était décrété et puis entré en vigueur depuis le 6 mai, l'état des sièges. La révocation du gouverneur de la province de Tanganyika. Et puis, deux sujets divers.
deux sujets divers. Il y aura un sujet sur suite et fin sur les dossiers Yombi, ma part des vérités. Donc, ça ne sera pas long, je vais faire court. Et puis, je vais clôturer définitivement ces dossiers. Je n'en parlerai plus jamais. Et il y aura un carnet rose. Carnet rose, j'espère que vous avez suivi. Je pense que vous avez suivi. Si j'ai choisi de parler de cette histoire incroyable qui s'est passée au Maroc, dont les parents sont le malien, je crois, oui. Les parents sont maliens. C'est-à-dire la naissance des non-uplés, c'est-à-dire une jeune femme de 25 ans, pardon, qui a donné naissance à 9 bébés, 5 filles et 4 garçons. Ce n'est pas tant le côté incroyable de cet événement qui a fait que je choisisse ces sujets, mais beaucoup plus le traitement de la prise en charge de cette jeune femme par le Mali, les autorités maliennes, que je vais quand même qu'on compare également à ce qui se passe dans notre pays pour voir que en Afrique, il y a quand même des pays qu'on peut se considérer que on peut être fier de ces pays-là, malgré le peu de moyens dont ils disposent. Ils arrivent à faire des choses incroyables, notamment ici les cas du Mali. Les cas du Mali, on verra l'épilogue, comment est-ce que le Malien, les autorités maliennes ont pris en charge cette jeune femme malienne qui a donné naissance à 9 bébés. Et vous avez suivi, très chers compatriotes, à la télévision, le discours du président Félix Tshisekedi à la nation. Le discours où il a mis en connaissance du peuple congolais qu'il avait décrété un état des sièges et qu'il avait nommé également 2 généraux responsables dorénavant de ces provinces qui posent problème ici, notamment le Nord Kivu et l'Ituri. Mais juste après la nomination de ces généraux, nous avons constaté que généraux Anami Balé, que le président Félix a nommé à la tête de ces 2 provinces qui posent problème, l'Ituri et le Nord Kivu, nous nous sommes rendus compte que ces des généraux posaient des problèmes. Ce n'étaient pas des novices d'abord, c'était des gens qu'on reprochait un certain nombre d'atrocités. Donc je disais ici qu'en date du 6 mai est entré en vigueur l'état des sièges décrété par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, conformément à l'article 85 de la Constitution de notre pays, qui stipule ceci. L'article 85 de la Constitution stipule ceci. Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et le président de 2 chambres conformément aux articles, suivez-moi très bien, conformément aux articles 144 et 145 de la Constitution. Il en informe la nation par un message, ce qu'il avait fait. Les modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état des sièges sont déterminées par la loi. Mais vérifions rapidement, très chers compatriotes, les 2 articles 144 et 145. Que disent ces articles?
L'article 144 dit ceci. En application des dispositions de l'article 185, que je viens de vous lire tantôt, de la présente Constitution, l'état de siège, comme l'état d'urgence, est déclaré par le président de la République. L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. S'ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoquée à cet effet conformément à l'article 116 de la présente Constitution. La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardé pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'alinéa précédent. L'état d'urgence ou l'état de siège peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la République pour une durée de 30 jours. L'ordonnance proclamant l'état d'urgence ou l'état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3 du présent article, à moins que l'Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le président de la République sur décision du Conseil des ministres, n'en aient autorisé la prorogation pour de périodes successives de 15 jours. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, mettre fin à tout moment à l'état d'urgence ou à l'état de siège. Ça, c'est l'article 144. Et que dit l'article 145 ? En cas d'urgence ou d'état de siège, le président de la République prend, par ordonnance délibérée en Conseil des ministres, les mesures nécessaires pour faire face à la situation. Ces ordonnances sont, dès leur signature, soumises à la Cour constitutionnelle qui, toute affaire cessante, déclare si elle déroge ou non à la présente Constitution. Je m'arrête là. Donc, déjà de par la forme, nous remarquons ici que le président Félix Tshisekedi n'a pas respecté la Constitution. Parce que la Constitution, en son article 144, stipule que le président de la République devait convoquer l'Assemblée nationale en plénière pour débattre de ça. Mais nous n'avons pas vu cela. Et le président de la République devrait également, comme en son article 145, saisir la Cour constitutionnelle, mais tout ça n'a pas été fait. Donc, d'entre deux jeux déjà, le président viole la Constitution. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Nous avons maintenant, avec Félix Tshisekedi, pris l'habitude de voir comment est-ce qu'il viole cette Constitution à maintes reprises. Donc, à chaque fois, il ne tient même plus compte de la Constitution. Donc, il fait ce qui lui semble, comment dirais-je, nécessaire. Tant qu'à faire, peu importe, tenir compte de cette Constitution. Mais, après avoir fait son discours à la nation, il avait par une ordonnance nommé des généraux. Des généraux, en l'occurrence ici, Luboyaka Shaman Johnny et Ndima Constant, respectivement gouverneurs militaires du Nord Kivu et de l'Ituri. Mais nous avons remarqué également que ces deux hommes, ces deux généraux, ont été cités ou bien sont cités dans les rapports de l'ONU et se seraient rendus coupables d'exactions par leur position de commandement par le passé. Pour Constant Ndima, il aurait, lui, commandé les hommes de la rébellion du MLC de Jean-Pierre Bemba en 2002. Et ont conduit, c'est-à-dire lui et ses hommes, ont conduit une opération en Ituri particulièrement violente, dénommée « Effacer le tableau ». Et portait lui-même ces surnoms-là. Donc, j'avais suivi, j'espère que vous avez tous suivi également Jean-Pierre Bemba sur France 24, où Jean-Pierre Bemba n'avait pas dit la vérité. À la question de savoir, où le journaliste lui a posé la question par rapport à, comment dirais-je, à ce qu'on reproche à ces deux généraux, Jean-Pierre Bemba a menti parce qu'il a dit que non, ce qu'on reproche
surtout lui, en parlant, parce que c'était lui le patron du MLC, donc il faisait ici allusion à messieurs Constant Ndima, qui en Ituri avait conduit les hommes de Jean-Pierre Bemba pour faire le sale boulot. Jean-Pierre Bemba dirait en direct à la télévision qu'il ignorait tout cela et que ce n'était pas vrai. Bon. On constate également que le lieutenant général Luboya Kachama, à l'époque lieutenant général, aujourd'hui général, ancien chef des renseignements militaires également de la rébellion RCD, Goma, pourrait être responsable de par son poste de commandement de meurtres, viols et autres exactions par ces hommes. Alors, les Congolais se posent maintenant des questions. Nous avons une armée, je ne sais pas combien on nous parle, j'espère, je pense, bon, prenons 20 000 hommes. Hein, je ne suis pas exact par rapport aux chiffres, le nombre exact de militaires faisant partie de notre armée. Et nous savons très bien que nous avons plusieurs généraux, des officiers supérieurs dans cette armée. Qu'est-ce que c'est cette histoire hein, d'aller toujours chercher les hommes, le militaire, les officiers qui par leur passé hein, ont travaillé pour les intérêts contraires à leur pays. C'est-à-dire ils ont travaillé ici pour les intérêts du Rwanda, les intérêts de l'Ouganda, ainsi de suite. Donc vous voyez ici, très chers compatriotes, que ces systèmes d'ailleurs, le Congolais en savent déjà quelque chose, parce que, rappelez-vous, souvenez-vous, nous sommes avec Laurent Désiré Kabila. Lorsqu'il arrive au pouvoir, nous avons connu un certain James Kabarebe comme étant hein, le chef d'état-major de l'armée congolaise. Le même James Kabarebe, lorsque Laurent Désiré Kabila se sépara maintenant de ses alliés, anciens alliés rwandais, le même James Kabarebe se retrouvera quelques années plus tard hein, le chef d'état-major de l'armée rwandaise. Alors ici, très chers compatriotes, nous sommes dans ce que j'ai appelé la République Kolonta. Pour vous qui me suivez, vous savez, cette émission célébrissime de la télévision française, l'émission Kolonta, où, à un moment donné, l'équipe rouge hein, change de camp et devient jaune, et à un autre moment, l'équipe jaune change de couleur, devient également rouge. Donc, vice-versa. Nous sommes un pays, nous sommes devenus un pays où le joueur joue la première mi-temps au FC Daring Club Motema Pembe et la deuxième mi-temps au FC Vita Club sans que le supporter conteste. Donc le même généraux que M. Félix Tshisekedi a choisi pour diriger les opérations en conformité avec l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu, ce sont ces généraux-là, par le passé, qui faisaient partie, un du RCD Goma et un autre du MLC de Jean-Pierre Bemba. Et nous savons tous que le MLC de Jean-Pierre Bemba était soutenu par Yoweri Museveni. Donc, les gens qui ont tué les compatriotes à l'est du pays se retrouvent aujourd'hui récompensés hein, pour aller, c'est-à-dire c'est comme si on était en train ici de récompenser les tueurs pour qu'ils reviennent désormais maintenant en leur lieu où ils ont créé des désolations pour qu'ils constatent cela. Or moi je dis que dans l'armée congolaise, nous avons beaucoup d'officiers qui peuvent naturellement assumer cette responsabilité. Pourquoi est-ce que le président Félix Tshisekedi hein, ne daigne pas à faire cette différence, ne serait-ce que pour montrer aux Congolais sa bonne foi? Si tel était le cas ici, la bonne foi, c'est-à-dire de résoudre définitivement ces problèmes qui, depuis actuellement belle lurette, ne cessent de hanter les Congolais de cette partie du territoire. Mais nous constatons, mais nous le savons parce que ce n'est plus un secret ici. Et lui-même, il nous a toujours dit qu'il est partenaire fidèle avec M. Paul Kagame. Et nous savons très bien, Paul Kagame, en fin stratège militaire,
Et avec toutes ces années de l'expérience que Félix Tshisekedi n'a pas, Félix Tshisekedi est dépourvu non seulement de capacités militaires et de l'expérience ici, est en train tout simplement de dicter sa volonté à un Félix Tshisekedi ici, qui naturellement accepte, alors que il pouvait, il devait, pour commencer, dissiper tout malentendu en nommant de gens qui n'étaient pas de près ni de loin, qui n'avaient rien à voir avec ce qui s'est passé à l'est de ces pays, à Ituri et au nord Kivu. Mais je disais, toujours dans cette république Kolonta, où les généraux Luboya, qui se retrouvent aujourd'hui, Luboya et Ndima, hein, qui hier ils étaient dans l'équipe jaune, hein, ils se sont justement changés tout simplement de camp, le jaune devenant rouge et le rouge devenant jaune, et ici sans que, hein, le supporter puisse contester, hein, cette façon de faire. Très chers compatriotes, c'est quand même très triste de constater qu'aujourd'hui, hein, Monsieur Félix Tshisekedi, qui dit, pince sans rire dans son discours, qui demande à la nation de faire corps sur l'armée nationale, de soutenir cette armée, on voit très bien que lui-même, il ne fait aucun effort pour mobiliser la masse. Qu'est-ce que j'appelle ici masse? J'appelle masse, par exemple, lorsqu'il s'est allé présenter devant les étudiants de l'UPN, au lieu de parler des histoires qu'un ministre même, je dirais, qui ne sont pas de l'attribution d'un ministre, des syllabus et des Wi-Fi, lui, en tant que président de la République, il doit être au-dessus de cela. Il ne peut pas parler ici, face aux étudiants, des syllabus et des Wi-Fi. Au lieu de mobiliser les étudiants, comme ce fut le cas à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Souvenez-vous, lorsque Laurent Désiré Kabila est entré en conflit maintenant avec ses anciens alliés, le Rwandais, on avait vu le ministre à la télévision. On avait vu, hein, tous les responsables militaires à la télévision haranguer les Congolais, demander à ce que les Congolais puissent, comment dirais-je, prendre leurs responsabilités, c'est-à-dire chasser les imposteurs qui, à l'époque, furent des Rwandais, qui sont toujours des Rwandais à l'heure actuelle. Mais on avait vu ce que les Congolais étaient capables de faire. Les Congolais se sont mobilisés massivement autour du leader à l'époque, Laurent Désiré Kabila, et nous avons vu des ministres comme, je citerai ici, Yero Diandombassi à la télévision, en train de demander à ce que, hein, que le mal soit éradiqué. Le mal était le mal, hein, rwandais que nous connaissons tous. Mais Félix Tshisekedi face aux étudiants. Or, nous savons tous que les étudiants sont... De quoi ils sont capables, les étudiants? Au lieu de demander à ce que les étudiants puissent soutenir le militaire, non, Félix Tshisekedi est allé tout simplement parler des histoires qu'un ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, en l'occurrence ici, le nouveau ministre du MLC, Moïdo Nzangi, même en sa qualité de ministre, ne peut pas aborder ces sujets avec les étudiants. Mais le président s'octroie maintenant ici la liberté de parler de ça. Donc on a compris tout de suite que non. Le problème ici, ce n'est pas de demander aux Congolais de faire corps. Ce sont des discours et les Congolais ont compris. Quand je parle des Congolais, les Congolais de l'intérieur du pays ont compris que c'est tout simplement ce qui se passe. C'est tout simplement, comme qui dirait, de la poudre aux yeux. Le président de la République fait comme si, hein, il veut faire quelque chose, mais naturellement, il n'y a pas ce que nous appelons ici, hein, service après-vente. D'abord, ça a commencé, on a décrété les 6, l'état d'urgence. 3 jours après, les généraux choisis ne sont pas toujours sur le terrain. Vous comprenez? 3 jours après, les généraux qui devaient diriger ces opérations ne sont pas toujours arrivés sur le terrain. Et les populations, nous avons également constaté la recrudescence, ici la recrudescence des atrocités. Donc, les rebelles maintenant ont repli ici
du poil de la bête et ils ont continué à faire leur basse besogne en massacrant des Congolais. Donc je poursuis mon raisonnement de la République des Koh-Lanta. Je disais que le joueur joue la première mi-temps au FC Daring et la deuxième mi-temps au FC Vita Club sans que les supporters contestent. Les généraux Luboya et Ndima qui ont été choisis pour mener cet état de siège ne dérogent pas à cette règle made in Rwanda parce que c'est le Rwanda qui dicte le tempo ici. C'est le Rwanda qui décide qui doit diriger naturellement les opérations à l'est du pays. En même temps, cela ne nous étonne pas, comme je vous ai dit ici, pour avoir déjà connu cette situation par le passé, où James Kabarebe, ministre de la Défense dans l'armée congolaise, s'est retrouvé quelque temps après ministre de la Défense dans l'armée rwandaise. Que dire si et seulement si la situation la définition de ces systèmes nous a été donnée par Jean-Marc Kabunda Wakabund. Jean-Marc Kabunda Wakabund, seul Congolais depuis l'existence de l'État indépendant du Congo, à se retrouver simultanément ressortissant de deux provinces à la fois. Tantôt il est katangais, tantôt il est kassaïen. N'a-t-il pas lui-même résumé ces systèmes en parlant des systèmes des deux bonbons? Donc vous comprenez ici, très chers compatriotes, que le problème se pose avec beaucoup plus d'acuité au niveau du président de la République. Le président de la République joue ici un double jeu. Il n'est pas pour les Congolais, il n'est pas avec les Congolais. Il demande les Congolais de soutenir l'armée, mais on voit très bien, on comprend très bien, les gens ont très bien compris que ça ne sert à rien de se montrer ou bien démontrer de zèle au risque de se faire canarder par ces mêmes personnes, parce que ces gens-là, la journée, ils vous montrent que non, ils veulent faire quelque chose, mais la nuit, ils sont ensemble avec les tueurs de nos frères et sœurs à l'Est et à Nituri là-bas. Donc, je pense que le poteau rose est déjà... nous avons déjà... le Congolais ont déjà compris le jeu là, que Félix est en train de jouer, et que les gens qui ont, naturellement, les Congolais qui sont fatigués, nos frères et sœurs de l'Est et là-bas, qui sont fatigués avec cette histoire des tueries, parce que la façon dont on exécute, on tue nos frères et sœurs, c'est quand même très bizarre. Ce n'est pas des tueries normales, entre guillemets, si bien que des tueries normales n'existent jamais. C'est-à-dire, on ne tue pas le Congolais normalement comme on tuerait un être humain, mais on décapite les Congolais, tout simplement pour faire peur à la population, c'est-à-dire pour que ceux qui sont restés puissent fuir et quitter leur territoire, pour que l'espace enfin vide soit remplacé par des gens que nous savons tous d'où ils proviennent. Donc ici, Félix Tshisekedi fait semblant de résoudre le problème, mais nous savons tous que le fait qu'il a nommé déjà à la tête de ces deux provinces, pour remplacer les gouverneurs civils, parce que l'état des sièges, vous le savez, maintenant, les militaires vont quadriller maintenant ces coins-là, donc plus question maintenant de l'administration civile, ce sont des militaires maintenant qui vont diriger et prendre les opérations. Et moi, j'ai publié sur mon compte Facebook, j'ai dit, je ne serais pas surpris de l'enlisement, parce que vous le savez très bien, les gens qui sont choisis pour diriger les opérations là-bas sont accusés de meurtres, de tueries et des implications avec les armées étrangères. Donc je ne serais pas surpris que ces gens-là puissent faire jouer ici le temps, c'est-à-dire au lieu de 30 jours initialement prévus, que nous nous retrouvons maintenant ici avec un enlisement volontaire. Je parle d'un enlisement volontaire, tout simplement parce que cela va permettre à ces généraux et à tout ce monde-là de piller systématiquement à l'abri des Congolais, à l'abri des Congolais, les richesses qui convoitent tous ces pays-là. Et je ne serais pas non plus surpris ici que nous nous retrouvions au lieu de 30 jours, 6 mois toujours, que l'enlisement se crée, et que le même qui aujourd'hui soutiennent cette action
nous trouve encore d'autres arguments pour toujours continuer à soutenir d'une manière ou d'une autre l'action de Félix Tshisekedi. Et il y a aussi un autre aspect que je pense que vous êtes en train de suivre, très chers compatriotes, c'est l'aspect, je dirais l'aspect France, c'est-à-dire l'immixtion de Macron dans ses dossiers. Or, quiconque qui suit de près la politique française comprendra que Macron et la proximité qui lie le président français Emmanuel Macron avec Nicolas Sarkozy n'est plus ici à démontrer. Or, Nicolas Sarkozy, il fut un temps, alors qu'il était président de la République française, en déplacement dans notre pays, Nicolas Sarkozy dira ceci, que la République démocratique du Congo est très grande, tout ça, et que le Rwanda à côté a un problème d'espace, donc il serait intéressant ou bien il serait nécessaire que la République démocratique du Congo partage ses richesses avec le Rwanda et l'espace avec le Rwanda. Ça a créé un tollé, vous le savez, vous vous rappelez. Et nous connaissons, je viens de le dire, la proximité d'Emmanuel Macron. Je ne serais pas surpris qu'Emmanuel Macron adopte le même argument que Nicolas Sarkozy à l'époque. Nous avons vu Emmanuel Macron aux obsèques d'Idriss Déby au Tchad, en N'Djamena, avec Félix Tshisekedi. Et quelques jours après, nous avons vu Félix Tshisekedi faire le déplacement de Kinshasa à Paris, où ils ont discuté, nous avons tous suivi parce que c'était officiel, et il y a même des images, tout ça. Et on voit ici la proximité également de la France avec Kigali, avec le Rwanda. Comme vous le savez, les relations diplomatiques entre ces deux pays n'existent quasiment plus depuis les génocides rwandais, où le Rwanda reproche à la France d'avoir joué un rôle, c'est-à-dire que la France a armé les génocidaires et que la France a massacré, disons, a laissé faire le massacre. Et vous connaissez très bien les dossiers, jusqu'à plus de 20 ans aujourd'hui, le rapport entre la France et le Rwanda sont toujours, je dirais ici, n'ont jamais été au beau fixe. Mais il y a un réchauffement qui se passe. C'est-à-dire, on a vu le rapport d'un historien français, Vincent Duclercq, qui subitement, maintenant, a lavé le Rwanda de tout ce que la France reprochait au régime de Kigali, à Paul Kagame. Vous êtes sans le savoir que par le truchement du juge Bruguière qui avait à l'époque initié comment dirais-je, un dossier concernant l'assassinat des pilotes là, parce que le pilote qui a piloté l'avion du président Biarimana était des Français. Et nous avons vu le juge vraiment rendre la dragée haute à Paul Kagame et à ses affidés de Kigali. Et aujourd'hui, on voit même des gens que j'ai respectés, notamment ici Alain Juppé, qui était, rappelez-vous, lorsque Paul Kagame est arrivé en France à l'époque de Nicolas Sarkozy, alors que Alain Juppé était ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé s'est arrangé pour ne pas être à Paris et serrer la main à Paul Kagame. Il s'est arrangé pour être à plus de 6000 km, je ne sais pas moi combien, 8000 km de Paris. Il était à Nouméa pour éviter de serrer la main à Paul Kagame. Patatras, aujourd'hui, on voit un Alain Juppé au journal Le Monde qui publie un post où je dirais ici, il lave Kagame de tout soupçon. Kagame est devenu, pour Alain Juppé, fréquentable, comme on le voit aujourd'hui avec la France. Donc cette proximité entre Kigali et Paris doit nous inquiéter au plus haut point ici. Et quand on voit également la proximité entre Félix Tshisekedi et Macron, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, la boucle est bouclée. On comprend très bien que ce qui se passe dans la région n'est pas en faveur de la population congolaise ici. Parce que la France, qu'est-ce que veut la France aujourd'hui? La France veut tout simplement rentrer et participer au festin, c'est-à-dire au pillage des richesses de notre pays, et que lui a été écarté
depuis plusieurs années par Paul Kagame, qui est ici considéré comme étant la personne qui donne, qui a les clés ici pour donner accès au pillage des matières premières dans notre pays. Comme la France a personnellement un conflit avec Kagame, Kagame s'est arrangé pour que la France soit écartée. Et comme vous le savez très bien aujourd'hui, depuis belle lurette, notre pays est considéré comme étant un scandale géologique. C'est-à-dire la République démocratique du Congo participe au développement de tous ces pays, sauf eux-mêmes les Congolais ne voient absolument rien de la manne de ces richesses-là. Aujourd'hui, ceux qui suivent l'actualité ont compris, aujourd'hui, quand je parle d'aujourd'hui, aujourd'hui sur le marché, le cours du cuivre est quasiment à 10 000 $. Donc aujourd'hui, le cuivre se vend à 10 000 $, parce que tout le monde veut avoir cela. Or, l'autre pays est premier producteur du cuivre. Mais quand vous avez suivi Albert Youma, à cette dernière sortie, il avait dit quoi? Albert Youma a tout simplement dit que toutes ces richesses-là ne nous appartiennent plus. Ce sont des sociétés qu'il avait citées ici, des Chinois, Glencore ici en Suisse où j'habite, et tous ces conglomérats, des vautours qui pillent notre pays depuis longtemps, c'est eux qui vont profiter de cette manne aujourd'hui. Et les Congolais n'y vont absolument, ils ne vont pas profiter de ces retombées financières aujourd'hui, parce que le cuivre aujourd'hui se vend à 10 000 $ sur le marché à Londres aujourd'hui. Donc vous comprenez ici que c'est très compliqué ce qui se passe, en moins d'être fanatique, pour ne pas voir les enjeux qui se jouent là aujourd'hui. On comprend très bien que Paul Kagame aujourd'hui, il est en train petit à petit de se faire, comment dirais-je, d'être abandonné par les anglo-saxons. Alors il cherche maintenant, ici c'est stratégique, Paul Kagame ne fait pas ces rapprochements avec la France pour le beaux yeux de Macron. Non, c'est parce que il sent qu'il est petit à petit en train d'être abandonné par les anglo-saxons, c'est-à-dire ses parrains anglo-saxons, les Américains, les Britanniques, les Canadiens, les Australiens, tous ces gens-là qui l'ont soutenu. Alors il sent le souffle maintenant. Alors il doit maintenant, en fin stratège, essayer de voir avec la France. Parce que la France maintenant, la France a besoin naturellement de revenir au Congo pour participer au pillage également. Et la pandémie n'aidant pas, nous voyons que sur le plan économique, l'Europe traverse une crise phénoménale due au Covid-19. Depuis plus d'une année et demie aujourd'hui, les économies européennes connaissent vraiment des difficultés. La France n'y échappe pas également. Alors la France, Macron, étant un VRP de son pays, il cherche à diversifier les entrées de son pays. Alors et Félix Tshisekedi étant mal élu, c'est-à-dire il y a un problème de légitimité qui se pose. Félix Tshisekedi maintenant cherche des appuis partout. Il cherche des appuis ici et nous voyons très bien que le retour de la France, de Macron et de la France ne sera pas pour les intérêts des Congolais et de notre pays. Voilà pourquoi nous condamnons sévèrement cette proximité de Macron, cette proximité de Félix Tshisekedi avec la France. Et la dernière émission, je vous ai parlé d'une émission à la radio Courtoisie, où un général qui a participé, qui était lors du génocide rwandais et Rwanda, c'est lui qui a même dirigé l'opération turquoise, où il nous a parlé ouvertement que c'est un scandale ce qui se passe dans notre pays et que les Congolais avaient droit de protester comme ils le font aujourd'hui. Et il a dit lui-même, les Congolais commencent à bouger. Ils commencent à protester de plus en plus. Les Congolais refusent cet état des choses. Donc, on comprend ici très bien. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui a fait que Paul Kagame et Joseph Kabila, pour ne pas les citer, sont allés chercher Félix Tshisekedi, parce que ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant, c'est-à-dire que ils se sont vus qu'il faut faire avec Félix Tshisekedi. Or, Félix Tshisekedi a été ici, depuis belle lurette, surveillé, pour ne pas dire il était déjà
recrutés par ces gens-là. Parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, quand on voit comment est-ce que ce pays, alors que nous ici, au micro du pasteur Bobo en ce qui me concerne et dans mes lives, je disais que Félix Tshisekedi n'a pas le pouvoir et que c'est Joseph Kabila qui dirige. On se faisait insulter par ce que j'ai appelé des talibans, mais 2 ans et demi après, Félix Tshisekedi lui-même est venu reconnaître qu'il n'avait pas le pouvoir. De la même manière, aujourd'hui, ils sont en train de... Vous allumez la télévision à Kinshasa ou la radio, vous entendez par exemple les gens, des commentateurs politiques, pardon, dire que, hein, c'est comme ils ont dit à l'époque, jamais dans ces pays nous avons connu comment dirais-je, une passation civilisée du pouvoir où un chef de l'État ancien passe le pouvoir sans effusion de sang à un nouveau et le chef de l'État ancien est toujours vivant. Jamais on a connu cela. Mais c'est de la même manière qu'ils disent aujourd'hui avec cette histoire de l'état des sièges. Mais 2 ans, enfin 2 ans peut-être c'est trop, 6 mois après, on va se rendre compte que tout ça c'était tout simplement du pipeau, c'était tout simplement de baratin, c'était tout simplement pour simplifier, parler comme nous avons l'habitude de parler du dialélo, et que tout ça c'était pour distraire les Congolais. Et que jamais, au grand jamais, en décrétant l'état des sièges, Félix Tshisekedi avait ici, comme, comment dirais-je, il avait comme volonté d'apporter des solutions à nos frères et sœurs. Mais comme toujours, le temps est le meilleur allié de l'homme et la vérité finit toujours par arriver. Nous voyons déjà des couacs déjà. Pour commencer, des couacs, hein, on constate que les généraux faisaient déjà partie de ces rébellions et qu'ils sont ils ont du sang dans leurs mains, ils ont participé au massacre là-bas, ils ont massacré des Congolais, violé des Congolais, et ces gens aujourd'hui. Et je vais vous dire également pourquoi est-ce que Félix Tshisekedi, ou bien même s'il lui voulait, pourquoi est-ce que Paul Kagame et des stratèges rwandais n'ont pas souhaité à ce qu'on puisse mettre des généraux, qu'on ne reproche rien. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas prendre des risques de nommer des gens qui ne sont pas concernés dans ces dossiers de l'Est du pays et qu'ils viennent faire le travail comme il faut. C'est-à-dire des patriotes congolais, des militaires congolais, comme on en trouve encore, mais qui sont écartés volontairement. Ils ne veulent pas prendre ces risques-là parce qu'ils ont déjà connu par le passé l'histoire de Laurent Désiré Kabila. Et ils ne n'oublient pas. Et ils n'oublient pas, naturellement. Ici, ils ne veulent pas prendre de risque de nommer des gens qui vont venir ici, sur le terrain, mettre de l'ordre, prendre des risques, ne serait-ce que de changer les positions déjà acquises sur le terrain. Voilà pourquoi ils ont ici, je dirais, ils savaient que ça créera une polémique, ils savaient cela, que tout cela va sortir, et ils ont accepté tout simplement de faire avec le génocidaire là, c'est des gens qui ont du sang dans leurs mains, en l'occurrence ici, les généraux que j'ai cités, Luboya et l'autre là, Ndima. Donc, très chers compatriotes, comme je viens de vous le démontrer, non seulement la Constitution a été violée, en son article 144, hein, la Constitution n'a pas été respectée, mais on voit déjà des couacs, déjà c'est posé dès le début. Hein. 3 jours après, les hommes censés diriger ces opérations ne sont toujours pas arrivés sur le terrain. Donc vous comprenez, très chers compatriotes, que nous sommes mal barrés. Et cette fausse polémique de l'histoire des syllabus, pardon, que Félix Tshisekedi est allé créer à l'UPEN, moi j'ai dit tout simplement que ça n'en vaut pas la peine. C'était une distraction tout simplement. Il ne veut pas que les Congolais regardent dans la bonne direction où se passent les choses. Il veut maintenant, comme il a l'habitude depuis un certain temps, de balancer des choses parce qu'il sait très bien que les Congolais vont tomber sur cela comme des chiens qui tombent sur un os, tout ça, et l'essentiel va les échapper. Il est allé et il a parlé de l'histoire des Wi-Fi. C'est quoi ça? Un président ne peut pas parler des Wi-Fi. Mais c'est...
quand vous êtes président d'un pays comme les Congo, 2 345 000 km², vous n'allez pas parler des Wi-Fi à l'UPN, qu'on va vous installer des Wi-Fi. Mais autrement, vous vous êtes trompé. Donc ça, c'est pas votre rôle. Mais il sait parfaitement ce qu'il fait. C'est juste des sujets qu'il balance comme ça parce qu'il sait que des gens vont s'attarder à débattre là-dessus sur des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ainsi de suite. Mais l'essentiel ne sera pas là. Et ainsi de suite, il va encore revenir, patatras, vous balancer un autre sujet. Et comme toujours, les gens vont tomber dessus. Et lui continue à faire ce que lui, on lui a choisi, c'est-à-dire de travailler pour la réalisation du projet des Tutsis. Donc, nous devons très sincèrement, très chers compatriotes, nous devons surveiller comme le lait sur le feu ce qui se passe. Hein, ces triumvirats-là, les triumvirats Macron, Tshisekedi et Kagame, c'est très dangereux maintenant. Le 3 là, nous devons les surveiller et à chaque instant, à chaque fois, nous n'allons pas hésiter à dénoncer ce qui se passe une fois que nous constatons ouvertement que ce qu'ils sont en train de faire est contre les intérêts de notre pays. Voilà pourquoi, très chers compatriotes, je vous dis ici que notre pays n'est pas encore sorti de l'auberge. Notre pays n'a pas de chance. Déjà, voir à l'époque, lorsque Laurent Désiré Kabila s'est décidé de mettre fin à ses relations avec le Rwanda et l'Ouganda, nous avons vu, les Congolais ont vu, même à la radio, le discours était clair et net, il n'y avait pas d'ambiguïté. Hein? Il n'y avait pas d'ambiguïté. Les Congolais ont vite compris qu'ils pouvaient faire confiance aux autorités du pays. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit un discours où Félix Tshisekedi demande est-ce que la population soutienne l'armée, mais il n'y a pas, comme je vous ai dit ici, service après-vente. Et on voit des couacs et on comprend tout simplement ici que tout ça, c'est ne pas sérieux. Tout ça, c'est juste pour faire semblant de résoudre des problèmes. D'autant plus également, très chers compatriotes, hein, pourquoi est-ce qu'on a écarté d'autres provinces, notamment la province du Sud Kivu également, où se trouve Minembwe? Pourquoi pas l'état de siège en Tanganyika également, où se trouvent également des rebelles comme les Katanga là, hein, des Gédéon Kyungu? Pourquoi pas là-bas également? Pourquoi seulement? Parce que l'état de siège peut être décrété hein, dans plusieurs régions à la fois. Mais je vous dis ici aussi que si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, en Érythrée, c'est-à-dire où le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, il a quasiment instauré l'état, ça va faire maintenant plus de 6 mois, je crois, où la guerre hein, a élu domicile en Érythrée. En Érythrée, c'est-à-dire le Premier ministre Abiy Ahmed de l'Éthiopie a fait un blackout. Et qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté, c'est pas moi, mais les organisations humanitaires ont dénoncé cela. Des atrocités, c'est-à-dire l'armée s'est employée à massacrer systématiquement des populations civiles. Mais c'est exactement ce qui risque de se passer chez nous. Donc le militaire que Félix Tshisekedi a choisi pour mener les opérations en Ituri et au nord Kivu, je vous dis, ils vont aller là-bas pour neutraliser le vrai combattant Maï Maï. Hein? Ils ne vont pas aller pour neutraliser les ADF Nalu, puisque les ADF Nalu, ce sont des éléments de Kagame. Puisque Kagame, c'est lui-même ADF Nalu. Le patron de ADF Nalu, le patron de Codeco, le patron des islamistes qui fait que nous fait croire, c'est Paul Kagame, c'est Yoweri Museveni, c'est Joseph Kabila. Refuser déjà, comme il a fait, de nommer le mal, c'est déjà un signe de la complicité de Félix Tshisekedi. Parce que vous ne pouvez pas envoyer des hommes sur le front tant que vous n'avez pas
détecter le mal. Tant que vous n'avez pas, c'est-à-dire pointer le mal du doigt, vous devez d'abord identifier le mal. Quel est le mal ici? Mais lui, il parle des islamistes. Je vais bien, hein, je vais bien. Mais nous savons très bien qui sont des vrais islamistes là-bas. Depuis aujourd'hui plus de 23 ans. Nous les connaissons. Hein. Nous les connaissons. Parce que d'abord, parlons de Paul Kagame, son pays ne dépend que des richesses de notre pays. C'est-à-dire pour Paul Kagame, si les Congolais ne savent pas, ne comprennent pas cela, pour Paul Kagame, la fin de ses aventures, au Congo, cela signifierait tout simplement la fin de son régime, financièrement parlant. Or, qui dit finance ici, c'est-à-dire, c'est le tout, c'est le pillage de notre pays et qui fait en sorte que Paul Kagame puisse naturellement financer son armée, payer ses généraux, hein, et envoyer également des troupes, comme on le sait aujourd'hui. Paul Kagame a des troupes en Centrafrique, il y a le Russe et le Rwandais qui soutiennent le président centrafricain aujourd'hui. Donc, la fin du pillage de notre pays constituerait pour Paul Kagame la fin de son régime. Il le sait, il ne prendra pas de risques. Et voilà pourquoi ils ont, contre la volonté de tout le monde, ils ont choisi des gens qui sont liés à eux. C'est pour cela que j'avais une fois publié « Rebelle un jour, rebelle pour toujours ». On reste rebelle pour toujours. Jean-Pierre Bemba vient de passer 10 ans sous les geôles de la CPI. A-t-il changé son discours? Non. Jean-Pierre Bemba reste toujours un soldat de Museveni. Et d'ailleurs, ces dernières déclarations, il a fait dernièrement une longue interview sur Jeune Afrique. J'en avais parlé subrepticement. Et hier ou avant-hier, il était également invité sur France 24. Et en entendre parler Jean-Pierre Bemba, on comprend tout de suite qu'il reste rebelle. Voilà pourquoi j'ai dit rebelle un jour, rebelle pour toujours. Donc, très chers compatriotes, il n'y a que des aveugles qui refusent de voir. Et comme toujours, ils seront dessus parce que ils se rendront compte que leur maître, en l'occurrence Félix Tshisekedi ici, ne travaille pas pour le bien-être des Congolais. Et naturellement, de temps en temps, il viendra faire des saupoudrages, du genre Wi-Fi en Lupin, du genre les professeurs ne vendront plus des syllabus, et s'il faut seulement... Bon, écoutez, je donne raison à tous ceux qui disent que ce monsieur n'a pas étudié. Parce que, à voir seulement la façon dont il s'est comporté devant les étudiants de l'UPN, on comprend que c'est quelqu'un qui n'a pas fréquenté les allées universitaires. Parlons, je vais juste aborder ces sujets rapidement. Le syllabus. D'abord, si les professeurs vendent des syllabus, c'est tout simplement un moyen pour eux également de, comme on dit, d'ajouter un peu du beurre dans leurs épinards. Nous le savons très bien que les profs ne sont pas très bien payés. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Déjà à notre époque, je suis arrivé à l'université de Kinshasa, nous sommes en 1988, j'ai eu mon diplôme d'État. 88-89, je vais à l'université. Donc faites le calcul, vous verrez, ce n'est pas aujourd'hui. Déjà à l'époque, ça va faire 30 ans, plus de 30 ans, le professeur vendait des syllabus. Et ensuite, le syllabus, c'est la structure, c'est-à-dire cela représente le cours du professeur. Ça s'appelle le canevas de la matière dispensée. Parce que le prof, de par ses lectures, il a fait un condensé de tout ce qu'il a pioché de gauche à droite dans des bouquins. Si je parle par exemple ici, je prends n'importe quel, je prends un cours statistique. Le prof a lu des livres de statistiques, tout ça, et il fait un résumé. Et il met ça sur un support que nous appelons ici syllabus. Et lui, il prend en charge tout ça, il fait des photocopies, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Mais il va aussi chercher à rentabiliser cela. Et lorsque Félix Tshisekedi dit que
c'est fini, les professeurs ne vendront, il n'y aura plus de syllabus, mais ils se trompent. Même s'il y a les Wi-Fi n'excluent pas que les étudiants puissent avoir accès à un support de cours. Parce que lorsqu'il y aura l'examen, par exemple, au moment de l'examen, le professeur va interroger sur ce qui se trouve dans son support, qui est le syllabus, qu'il a vendu auprès des étudiants. Mais si vous n'avez pas eu le syllabus, vous vous êtes dit, bon, je vais lire en fonction des ouvrages que moi je dispose, hein, que j'ai acheté ou bien que je trouve. D'ailleurs, les bibliothèques n'existent plus à l'université. À notre époque, il y avait encore un semblant des bibliothèques, tout ça. Mais à chaque fois que les étudiants et les professeurs prenaient le livre, c'était une façon de détourner tout simplement, de voler ces livres. Parce que chaque jour, on voyait que des livres disparaissaient. Donc, ça n'existe plus, de bibliothèques à l'université. Et le support, le syllabus, vraiment, c'est quelque chose d'indispensable pour les étudiants. Voilà pourquoi ici, Félix Tshisekedi, en créant ces débats, je dirais, stériles, inutiles, tout ça, a prouvé aux yeux du monde qu'il ne connaît pas le monde estudiantin, il ne connaît pas le monde universitaire, parce que ce n'est pas le syllabus, ce n'est pas le Wi-Fi qui va faire en sorte que, même ici en Europe, hein, nous avons étudié également ici en Europe, hein, où le Wi-Fi ne pose pas problème. Vous avez le Wi-Fi partout, dans les bibliothèques, tout ça. Mais le prof fait son cours, tout ça, où il vous distribue. Libre à vous de télécharger cela sur votre clé USB ou bien dans n'importe quel support. Non, ça c'était un faux débat pour désorienter tout simplement les Congolais. Je passe maintenant, très chers compatriotes, à mon deuxième sujet. Il faut que je surveille, je ne sais même pas, il est quelle heure, on a déjà fait combien de minutes. Bon, je ne vois pas cela ici, ça ne sort pas. Ce n'est pas grave. Je disais, deuxième sujet, le gouverneur de la province du Tanganyika, dans les Katanga, a été destitué par l'Assemblée provinciale selon une motion de censure déposée par les députés provinciaux. Mes chers compatriotes, on nous parle de l'état des droits. Parce que j'ai eu à débattre de ces sujets au micro du pasteur Bobo. Il y a des gens qui disent que Félix Tshisekedi maîtrise la politique et qu'il applique le même méthode qu'à l'époque des Kabila. Bon, je ne suis pas ici en train de défendre Mordicus Zoé Kabila. Tel n'est pas mon rôle. D'abord, nous savons que ce sont des imposteurs. Le nom même de Zoé Kabila, de Kabila là, nous le savons tous que ce n'est pas leur nom. Alors ce n'est pas mon rôle ici de défendre Zoé Kabila. D'autant plus que, vous le savez tous, qu'il est arrivé à ce poste par le soutien également de l'UDPS. Il y a un banderole que nous avons tous vu à l'époque où on a écrit « L'UDPS soutient la candidature de l'honorable Zoé Kabila ». À cette époque-là, on n'a pas tenu compte de capacités intellectuelles de l'homme que nous avons tous détectées. Mais les méthodes qu'on installe petit à petit au pays, c'est dangereux pour un système, pour un régime qui s'est dit démocratique, c'est-à-dire l'état de droit. Zoé Kabila était en déplacement à Kinshasa, et une fois qu'il est arrivé à Kinshasa, sur le 25 députés, 13 députés se sont prononcés contre lui, moyennant naturellement 2000 $, enfin 2000 € ou 2000 $, je ne sais pas, pour le destituer. Alors, Zoé Kabila maintenant est empêché de retourner à Tanganyika. On a même dit, je l'ai lu quelque part, assigné à résidence à Kinshasa. Il ne peut pas bouger. Bon. Mais les langues, c'est des lits. Les gens ne sont pas d'accord à Kinshasa. J'ai suivi chez Christian Lusakweno, les gens téléphonent, ils disent que c'est vrai, nous sommes pour que Kabila parte, pour que ces gens-là quittent le pays, enfin, le pouvoir, ou bien
les institutions. Mais nous ne pouvons pas non plus accepter la manière dont Cavalière, l'homme a été destitué. Je vais rapidement vous lire l'extrait. Zoé Kabila est à Kinshasa depuis plusieurs semaines. Selon l'un de ses proches, il s'y rend régulièrement pour voir sa famille. Il était jusque-là retenu dans l'entente, d'après son entourage, d'un rendez-vous avec le chef de l'État. Selon la motion de censure déposée par le député provincial le 4 mai et examinée en plénière ce jeudi, Zoé Kabila est accusé de gestion opaque de fonds provinciaux et notamment du détournement de 3,8 milliards de francs congolais, c'est-à-dire 1,6 million de dollars, destinés à payer les arriérés des salaires et les indemnités de sortie des précédents cabinets. Les élus assurent aussi qu'une partie des montants octroyés à la province par le Fonds de promotion de l'industrie ont été détournés, tout comme les sommes dévolues à la gestion de la pandémie de Covid-19. Zoé Kabila se voit aussi accusée de manque de leadership et d'incompétence, ainsi que de mauvaise gouvernance et de manque de considération par des élus qui lui reprochent de s'aimer la terreur et la dictature, de ne pas respecter les assignations budgétaires en recettes et en dépenses, et de s'attribuer les réalisations du gouvernement central dans le Tanganyika. Zoé Kabila souffre d'un déficit intellectuel notoire, ne lui permettant pas de rendre compte de sa gestion et de s'exprimer devant les députés provinciaux, peut-on même lire dans la motion de censure. Sous pression, depuis plusieurs semaines, Zoé Kabila est le seul gouverneur à ne pas avoir rallié l'union sacrée de Félix Tshisekedi. Pour ses proches, c'est cette absence de soutien à la nouvelle coalition du chef de l'État qui lui vaut d'être aujourd'hui la cible de cette procédure de destitution. Il a été mis sous pression parce qu'il n'a pas voulu rejoindre le président comme d'autres l'ont fait. Bon, nous sommes en République de l'État de droit. Qu'est-ce que c'est cette façon où vous empêchez à un homme de s'exprimer? Quand bien même on sait que, comme on a dit ici, il ne sait pas mettre en avant les arguments ou défendre sa politique. Il a un sérieux problème de leadership et que il sème la terreur là-bas. Mais le minimum serait de laisser à cet homme, même si, parce que déjà, qu'il s'exprima ou non, Zoé Kabila serait destitué, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Parce que les députés ont déjà reçu 2000 $. 13 députés ont reçu 2000 $ sur 25. Comme vous le savez, la majorité, c'est la moitié plus 1. Or, 25, ça veut dire, vous prenez 12 plus 1, ça fait 13. On n'avait pas besoin de 14, on n'avait pas besoin de tout le monde, on avait besoin seulement de 13 députés et on les a soudoyés avec l'argent. Mais pourquoi ne pas laisser à Zoé Kabila la possibilité également de se défendre devant le parlementaire qui a introduit cette motion de censure? Donc, il y a 2 poids et 2 mesures ici. Quand on veut, on applique l'État, comme on dit ici, l'État des droits, et quand on ne veut pas, on fait tout simplement fi de cela. On applique ce que j'appellerais ici la dictature de Chilombo. La dictature de Chilombo qui se met naturellement petit à petit en place. Et nous devons condamner cela. Peu importe que cela touche à Zoé Kabila, que moi, naturellement, je ne viens pas défendre ici. Puisque Zoé Kabila lui-même ne vous dit pas, à l'époque de son frère, il n'a jamais dit qu'ils sont démocrates. Non, ils avaient des méthodes à eux qu'ils utilisaient pour les autres. Mais lorsque vous vous présentez, vous vous dites que vous êtes des démocrates, mais allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. C'est-à-dire, faites ce qu'on fait dans toute démocratie. Vous voulez renverser quelqu'un, alors donnez-lui la possibilité également de se défendre. Autrement, nous serons dans un état de voyous
que j'ai coutume à appeler l'état de Wewa. Nous serons dans un état de Wewa, l'état de voyou. Non, en tout cas, ici, quiconque qui serait ici adepte de l'état des droits dénoncerait tout simplement cette façon où on a renversé cet homme. Hein, cet homme. Et en plus, vous vous dites que il est dépourvu de capacités intellectuelles. Hein, vous le dites vous-même, qu'il est incapable de s'exprimer devant les gens. Et puisque c'est comme ça, il fallait lui laisser la possibilité, puisqu'il n'allait pas se défendre correctement. Hein? Alors pourquoi vous ne lui laissez pas cette opportunité de se défendre et vous le clouez au pilori et vous l'empêchez maintenant de rentrer à Tanganyika? Eh bien, tout ça, ce sont des méthodes de voyous que je condamne vigoureusement. Je condamne vigoureusement. Je condamne vigoureusement. Non, franchement, très chers compatriotes, ne fermons pas les yeux. C'est une dictature qui ne dit pas son nom, qui petit à petit est en train de se mettre en place dans notre pays. Nous devons condamner cela et tout Congolais épris de démocratie ici doit se lever et condamner cela. Dossiers divers, très chers compatriotes. J'ai deux dossiers divers. Il y a un carnet rose et dossier Yombi, que j'appelle ma part de vérité. Mais je préfère commencer par le dossier Yombi et terminer avec le carnet rose. Parce que je ne vais pas terminer avec le dossier Yombi, parce que pour moi, c'est un dossier sale, c'est un dossier qui n'honore pas l'homme, et c'est un dossier qui n'honore pas non plus ceux qui l'ont soutenu. Monsieur Yombi a fait hier sa vidéo de 2 heures. D'ailleurs, il nous a promis de faire 3 heures, mais tant mieux d'ailleurs, il a réduit cela à 2 heures. Nous tous, nous avons suivi cette émission parce qu'il nous a promis, depuis presque 3 semaines, je crois, 2 ou 3 semaines, avant même que M. Honoré Ngwanda ne soit enterré, il a donné la date que je passerai le samedi après l'enterrement, une semaine après l'enterrement du feu président de l'Apareco, M. Honoré Ngwanda, je viendrai pour tout dire, je mettrai tout sur la place publique, c'est-à-dire Nako Panza. Mais avant cela, il a fait des émissions de vidéos où il a attaqué des gens. Où il a attaqué des gens. Où il a déjà mis le doute dans la tête de gens. Où il a sémé déjà la zizanie dans les esprits de gens. Mais il était maintenant question à son émission d'hier de venir pour étayer naturellement ce preuve que lui-même l'a dit qu'il en possédait. Lui-même a dit qu'il avait de preuves que l'heure est venue, qu'il va tout mettre sur la place publique. Patatras, on voit que l'homme n'avait pas de preuves. Je parle de ça parce que dans son émission, il a parlé de moi sans citer mon nom. Tous ceux qui ont suivi l'émission ont compris qu'il faisait allusion à moi, mais il n'a pas cité mon nom parce que je lui ai interdit de parler, de citer mon nom, parce que pour moi, j'avais compris, d'ailleurs il vous a dit ouvertement que ce monsieur-là s'attaque à moi, alors que ces jours-là, bon, je vous épargne des détails, vous avez tous suivi. Mais nous vivons en Europe, très chers compatriotes. Il y a en droit, on dit toujours que la preuve incombe à celui qui accuse. La personne qui accuse l'autre, c'est lui qui doit apporter de preuves. Nous avons vu Yombi accuser des gens. Parler de la nouvelle présidente de l'Apareco que je salue en passant, Madame Candide Okeke. La traitant de tout le monde, de noms d'oiseaux. RL Kabelo. Vous avez tous suivi. Parlant de Odombo, que je salue également.
en disant que la fameuse convocation, c'était une fausse et que ce n'était pas une vraie convocation. Mais hier, il était incapable de nous prouver cela. Parlons de la vidéo, la sextape de Odombo avec une fille. Et hier, il nous dira que, après avoir visionné attentivement, il a vu que ce n'était pas Odombo. Ah bon? Moi, je croyais qu'il menait un combat de vérité. Parce que lui, il est venu en disant que nous voulons la vérité dans les combats. Mais c'est lui qui était un menteur. Parce que je ne peux pas comprendre que ce monsieur accuse quelqu'un alors qu'il n'a pas encore visionné la vidéo. Vous comprenez, très chers compatriotes? Ici, je veux parler à vous, mes compatriotes congolais. L'hypocrisie que les Congolais ont fait preuve dans cette affaire. Le même qui me disait, d'ailleurs, pendant l'émission, j'ai vu des gens, dans des commentaires, citer mon nom. Ulilo Kassa, Ozawa Piyakawa, Okoyoka Lelo. J'ai vu cela. Alors que nous étions tous en attente de la fameuse révélation. Révélation. Hein, du siècle. Du mythomane. Yombi. Les gens disaient, les compatriotes disaient à moi, dans des commentaires, Zela, Boko Zela, Bozela, le samedi, ça sous Musikate, Boko Mona, vérité de Tolingi na résistance, vérité de samedi, ça Musikate. Le samedi arriva, nous n'avons rien vu des déballages. Nous n'avons rien vu. Mais le même maintenant veulent nous empêcher de constater tout simplement que l'homme a amené tout le monde en bourrique, c'est-à-dire l'homme a cherché tout simplement à faire un buzz. C'est un malade mental qui peut-être gagne sa vie en faisant des vidéos sur YouTube. Au lieu de dire tout simplement à ses frères et sœurs, abonnez-vous massivement à mon compte YouTube parce que j'en ai besoin pour vivre. Mais il vous fait dire ici que je vais dire des choses. Maintenant, il arrive, au lieu de parler, il dit que les gens l'appellent. D'abord, il a commencé par vous dire que j'aurais souhaité faire cette émission dans mon bureau de l'université. Les Covid empêchant, on m'a interdit de faire cela. Mensonge. Il n'a aucun bureau à l'université. Il n'a jamais été professeur, il ne sera jamais professeur. Sa démonstration qu'il a fait hier, tout le monde peut voir que c'était du baratin. Sauf ceux qui les soutiennent. Ça, je le laisse cette responsabilité de les soutenir. Mais, on voit un homme maintenant, le même qui me disait, Bozela, samedi, Borogo, Kaba vérité Nabino, il incitait des autres, Mami Yibi, combat il va à la vérité, le même maintenant refuse que nous puissions faire un commentaire par rapport à la vidéo de Yombi de 2 heures, où il a fait psitch, où il a carrément pissé dans son pantalon, où tout le monde a compris qu'il n'y avait rien, que tout ça c'était le même, nous empêche maintenant de parler, ils nous disent que avançons. Voilà cette hypocrisie que je dénonce ici des Congolais. Ces gens-là seraient contents aujourd'hui si Yombi sortait dans ce que j'ai considéré ici comme son esprit malade, s'il sortait de preuves accusant, mettant en cause Odombo et Candide Okeke, ces gens-là aujourd'hui seraient très contents de dire que voilà, Odon, tu es un voleur, bah preuve Yangwana. Le même aujourd'hui veulent nous empêcher de parler, aller jusqu'à me dire que non, ça ne vous ressemble pas, cela vous fait, ça vous rabat, donc, Eso Kitsayo, mais mon œil, Yombi a dit qu'il vit dans un pays où on ne lâche pas. Moi également. Pour votre information, je vis en Suisse, et en Suisse alémanique, nous ne lâchons rien. Nous ne lâchons, ce n'est pas pour rien, la Suisse, c'est un pays, dans ce monde, un pays qui marche parfaitement bien. Nous ne lâchons rien. Les Suisses ne lâchent rien. Quand il y a un problème,
Ils ne lâchent pas jusqu'à ce qu'ils vont résoudre cela. Alors, vous acceptez tout à Yombi, qu'il calomnie des gens, qu'il insulte des gens, et vous ne voulez pas que les autres puissent également apporter leur part de vérité. Voilà ce que je dénonce comme étant l'hypocrisie des Congolais. Et nous ne pouvons pas avancer comme ça. Les Congolais, nous n'avancerons pas comme ça. Et je dénonce également le tribalisme. Nos frères et sœurs de Bandundu ont fait preuve ici du tribalisme, comme font preuve également nos frères et sœurs du Kasaï. Tous les jours, nous dénonçons nos frères du Kasaï qui soutiennent Félix Tshisekedi tout simplement parce qu'il est du Kasaï. Mais nos frères et sœurs qui ont soutenu Yombi et qui veulent nous museler, nous mettre la muselière pour que nous ne parlions pas, puisqu'ils ont vu que Yombi c'est un escroc, c'est un malade, c'est un mythomane, qu'il a tout créé tout simplement. Je ne sais pas, parce que puisqu'il est à la recherche d'une notoriété, maintenant que c'est au vu aussi de tout le monde, ils nous disent maintenant, avançons seulement. Il faut plus remuer les couteaux dans la plaie. Je dis, bande de tribalistes. Vous êtes tous des tribalistes et vous êtes irresponsables et ce n'est pas comme ça que nous allons construire ces pays-là. Je dénonce cette facilité d'accuser les gens. Voilà pourquoi je suis sorti dans cette histoire, comment dirais-je, fier de moi, pour avoir très tôt compris que cet homme, c'est un malade mental. Et voilà pourquoi il a parlé de moi dans son émission sans me citer, parce que c'est lui qui faisait allusion en disant que Batouba Swanaki, eh bien c'est moi. Il faisait allusion à moi. Je suis celui qui a dit niet. Tant qu'Ngwanda serait vivant, il n'y aura pas un autre chef de la résistance. Et je suis fier de moi parce que le vieux Honoré Ngwanda était au courant que je l'ai défendu dans cette réunion. Il était au courant. Voilà pourquoi j'ai dit que cessez avec votre hypocrisie. Vous tous là, vous attendiez tout simplement que Odon soit accusé, que Yombi amène de preuves, que la Pareco soit, comment dirais-je ici, éclaboussé, que la Pareco soit éclaboussé, que Candide Okeke soit humilié. Comme ce n'était pas le cas, vous voilà maintenant. Non, passons à autre chose. Cela ne vous ressemble pas. Et ça, eh bien, j'accepte. Et j'accepte cela et je revendique cela. Nous devons, très chers compatriotes, cesser avec cette hypocrisie-là. Et le tribalisme à deux balles. Ici, Odombo, comme il le sait, il a obtenu dès le départ mon soutien et il a mon soutien. Candide Okeke, comme elle le sait, elle avait dès le départ mon soutien et je continue à la soutenir. Et honte à vous tous qui attendaient à ce que Bandeko Nabino basala éclaboussé alors qu'ils n'ont rien fait. Honte à vous. Très chers compatriotes, carnet rose pour terminer, il faut terminer quand même dans un dossier positif. J'ai choisi de parler de cette histoire incroyable des noniplés. Tout simplement parce que cela m'a beaucoup enseigné, ça m'a beaucoup touché. Pas parce que la jeune femme a accouché de 9 enfants, ce qui est déjà extraordinaire, parce qu'elle vient de battre le record d'une femme américaine aux États-Unis qui a donné naissance à 8 bébés. Jamais au monde, une femme a donné naissance à 9 enfants, et le 9 enfants et la maman se portent à merveille. L'incroyable histoire des noniplés maliens. Une jeune malienne de 25 ans, au nom de Alima Cissé, a donné naissance à des noniplés. 5 filles et 4 garçons, les 4 mai dernier à Casablanca au Maroc. Les 9 bébés sont tous en parfaite santé. Une première à l'échelle planétaire. Alima Cissé, étudiante, mariée à un sous-officier de l'armée malienne,
et originaire de Tombouctou, a été transférée à Bamako au CHI, c'est-à-dire Centre Hospitalier Universitaire du Point G, pour être surveillée de près. Sur place, son cas très particulier pousse le directeur de l'hôpital à prévenir le ministre de la Santé. Et le jour, écoutez maintenant, très chers compatriotes, le jour où le ministre a reçu ses coups de téléphone, c'était le 11 mars, il s'est immédiatement rendu au sein de l'établissement afin de rencontrer la future maman. Comme le ministre est lui-même médecin, il a tout de suite repéré des signes de complications. Ce genre de grossesse ne peut pas aller jusqu'à son terme. D'autant plus que la maman, la jeune femme, avait une anémie en fer. Et puis, le Mali n'a pas encore la capacité à gérer ce type de cas. Le ministre a alors demandé au directeur du CHI de composer un collège d'experts pour suivre la grossesse et décider si oui ou non Halima devrait être prise en charge dans un autre pays. Parmi l'assemblée des gynécologues et des pédiatres, le point de vue diverge. Le cas d'Halima Cissé devient une affaire d'État et remonte jusqu'au Conseil des ministres. Ouba Dao, président des transitions, exige que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour suivre de près la jeune femme. Il a même contribué de sa propre poche en faisant un don personnel. D'autant qu'elle est déjà maman d'une petite fille et que son époux est absent effectuant un stage militaire en Égypte, mais les mots du ministre de la Santé très prévenants l'ont rassuré, voire soulagé. Il lui a promis que les autorités allaient assurer une prise en charge complète de la grossesse et de l'accouchement. En parallèle, un gynécologue du CHI, membre du collège d'experts, toujours au Mali, entre en contact avec d'autres structures hospitalières pour demander de l'aide. La première à répondre à l'appel n'est autre que la clinique Ain Borja à Casablanca qui propose d'accueillir la jeune femme. On a répondu oui, mais ces cas représentaient deux grands défis. Premièrement, assurer la sécurité de la maman, dont la vie est primordiale, et atteindre au moins 28 à 30 semaines de grossesse pour récupérer un maximum de bébés en bonne santé. La grossesse est particulièrement éprouvante pour Halima, une femme assez grande, mais plutôt fine, souligne le docteur. Sur place, elle a le mal du pays. Heureusement, Halima est accompagnée de sa sœur et elle a également un beau-frère au Maroc. Cela dit, elle a été très entourée par l'équipe de la clinique, particulièrement les sages-femmes. Au total, l'accouchement a duré 30 minutes et l'extraction de 9 bébés a eu lieu en 2 minutes et 20 secondes, précisément un temps record. 9 bébés d'environ 7 mois, en excellente santé, qui pèsent tous entre 500 grammes et 1 kg. Placés dans des couveuses, ils devront rester à la clinique encore 2 mois et demi pour arriver au terme de leur développement avant de s'envoler pour le Mali. La maman, quant à elle, est encore très éprouvée et ne souhaite pas s'exprimer publiquement. Après une nuit en réanimation, elle a pris ses quartiers dans une suite confortable de la clinique. Pourquoi j'ai choisi ces sujets? Au demeurant, vraiment, comme je dis, heureux tout ça, 9 bébés qui se portent bien, parce que le Mali, c'est un pays pauvre quand même, disons, par rapport à nous, par rapport à la République démocratique du Congo. Ils n'ont pas beaucoup de moyens comme nous avons. Mais voir comment est-ce que cette jeune femme, qui ne vit même pas dans la capitale malienne, qui vit à Tombouctou, et une fois que on a constaté que elle était déjà enceinte et que on a vu qu'elle avait, ça posait des problèmes, la prise en charge ici, ça m'a beaucoup ému. C'est ça qui m'a beaucoup ému. C'est-à-dire de voir qu'en Afrique,
S'il y a un pays qui est totalement foutu, c'est le nôtre. Vous avez tous assisté au détournement de millions de dollars. Si cette jeune femme, Halima, était au Congo, je peux vous assurer qu'il ne serait plus de ce monde. Parce qu'en ce moment-là, on aurait entendu le genre du discours « Maman, Denise, t'allais la bisolikambo oyo ». Mais qu'est-ce qui s'est passé au Mali? Voir l'amour du prochain. Cette jeune femme a été ramenée à Bamako, la capitale, pour être prise en charge dans de meilleures conditions. Et cette jeune femme, le ministre, étant lui-même un médecin, a tout fait pour que... Je ne vais pas terminer, écoutez ce qui va arriver encore. Hein. Autre bonne nouvelle, son mari aurait réussi à obtenir une permission et un billet d'avion pour se rendre le plus vite possible auprès de sa famille. Côté malien, où cette histoire a déclenché un grand élan de solidarité, l'État, écoutez-moi très bien, l'État a ouvert un compte en banque pour Halima Cissé, où s'est remplacé le don divers et l'aide publique. Les 9 bébés bénéficieront sans aucun doute d'un accompagnement pendant encore de longues années. Vous comprenez, très chers compatriotes, c'est ça ce qui représente en tout cas mon combat à moi. J'imagine également votre combat. Parce que vous qui me suivez en ce moment précis, vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes au Canada, vous êtes en Italie, vous êtes ici en Suisse, vous êtes partout, sauf peut-être au Congo, je ne le sais pas. Vous bénéficiez des conditions de vie, je dirais, agréables, abordables, pour ne pas dire confortables. Hein? Mais c'est ce que nous voulons également pour nos frères et sœurs qui sont restés là-bas. Je ne pas comprendre que nous vivons ici. En ce qui me concerne, j'ai un médecin de famille. S'il m'arrive un problème, à chaque instant, je téléphone mon médecin, il me donne rendez-vous, je me présente. Si le cas n'est pas à son niveau, il me renvoie automatiquement voir un spécialiste. Mais regardez comment le Mali, qui est aussi un pays pauvre, regardez comment est-ce que nos frères du Mali ont montré vraiment de l'amour envers une compatriote qui était seule parce que son mari est en Égypte en formation. Son mari, c'est un sous-officier qui est en formation militaire en Égypte. Et d'ailleurs, vous avez constaté que lorsqu'on lui a dit que c'était 7 enfants, parce que l'échographie n'a vu que 7 fœtus. Les 2 autres, on n'a pas vu. Et la jeune femme a paniqué. Pourquoi elle a paniqué? C'était comment elle allait faire sur le plan financier. Mais une fois que le ministre l'a rassurée, la jeune femme est restée calme. Et la suite des événements, la prise en charge de cette jeune femme m'a beaucoup ému. De dire que qu'avons-nous fait pour mériter des dirigeants pareils? Où chaque jour, on voit des responsables détourner des millions. La dernière en date, c'est le ministre Willy Bakonga qui a quasiment fui et traversé Brazzaville dans une pirogue avec des millions. Mais je ne suis pas sûr que toutes les dépenses occasionnées pour l'accouchement de ces 9 beaux bébés, toutes ces dépenses ont coûté des millions. Non. Mais regardez comment est-ce que nos frères et sœurs du Mali, comparez ça à nous, où déjà on ne s'aime pas. Regardez, on a cloué au pilori un homme, en l'occurrence Odombo, qui n'a rien fait. Mais les gens étaient là pour l'insulter. Candide n'a rien, l'insulter. Miyibi. Vous voyez? Motema mabe na biso. Si c'était au Congo, Halima Cissé ne serait plus de ce monde et ses bébés ne seront plus non plus de ce monde. Mais alors que les gens roulent dans des voitures de luxe, détournent de l'argent qui ne l'appartient pas,
détournent des millions de l'État. Non, moi, cette histoire m'a beaucoup ému de voir qu'on peut faire des grandes réalisations avec peu de moyens. Seulement avec l'amour. L'amour, on peut faire beaucoup de choses. Et l'amour de nos frères et sœurs du Mali, c'est pas aux États-Unis. Parce que la dernière qui a accouché de 8 enfants, c'est aux États-Unis. C'est pas en France. C'est pas en Suisse. Où cette jeune femme bénéficiera ipso facto des conditions meilleures qui puissent exister. Mais c'était dans un pays de l'Afrique. Là où tout a commencé. Là où on devrait avoir l'amour. Les Maliens ont montré cela. Mais chez moi, au Congo, ça serait Maman Olive, Maman Denise, Talela Biso Likamboyo, comme si cet argent appartenait à Maman Denise. Qui est cette Maman Denise? 2 ans seulement en arrière, qu'est-ce qu'elle était? Qu'est-ce qu'elle faisait ici à Bruxelles? Voilà. Il faut qu'on réfléchisse sérieusement, très chers compatriotes. C'est sur ces sujets émouvants, en même temps de bonheur, d'avoir 9 beaux bébés africains en bonne santé, après tous ces morts que le monde connaît depuis cette pandémie de coronavirus. Je terminerai tout simplement en disant, en remerciant Dieu, en disant que Dieu est grand et que sa volonté restera à jamais éternelle. Merci à vous tous qui m'avez suivi aujourd'hui et rendez-vous prochainement, le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Merci.